C'est bon. Je suis à mon auteur, ok. Comment je vais présenter ça? Je n'en sais rien. Allez Mel, courage, tu vas y arriver. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve après 2 semaines d'absence. Oui, j'étais en vacances, donc sorry but not sorry. Oui, la meuf elle rentre de 1 semaine à New York, elle se croit bilingue. Pas du tout, du tout, mais ça m'a donné envie de reprendre la langue de Shakespeare, franchement. Shakespeare, oui. Non, franchement, parce que j'ai adoré mon voyage, donc je vous prépare plein de choses pour les semaines à venir par rapport à ça, parce que vous m'avez posé énormément de questions, des vlogs, des hauls, enfin plein de choses, donc ça arrive, c'est en préparation. Ça a été filmé, j'ai les rushs, tout ça, donc il me suffit juste de monter. Mais pour le moment, je vous ai préparé une petite surprise là-bas, parce que j'ai retrouvé une certaine personne qui va se présenter. Et on a parlé de certaines choses, donc je vous laisse découvrir ça, c'est juste après. C'est parti. Je vous retrouve à New York quand même. Oui, le monde est petit. Ouais, c'est ça, pour un voyage et tout. Et en fait, je viens vous parler de Cogito. J'ai lu récemment. Et en fait, déjà présentez-vous un petit peu pour ceux qui vous connaissent pas. Alors, je m'appelle Victor Dixon, je suis auteur, j'ai écrit plusieurs romans. Effectivement, le dernier s'intitule Cogito. Cogito ou Cogito, hein. Souvent on me pose la question comment oui, on prononce. C'est vrai qu'on sait jamais comment le prononcer. C'est vrai qu'on peut dire les deux en français, donc c'est au choix l'un ou l'autre. D'accord, très bien. Et en fait, vous avez écrit combien de livres, tout ça avant? Alors, faut que je compte, parce que là on a eu un petit cocktail avant. Ça c'est ce qui est un peu hors champ. Ouais, c'est ça. Et donc il faut que je retrouve mes pensées. J'en ai écrit, alors le cas de Jack Spark c'était 4, Animal c'était 2, 6, 4 sur Phobos, 10 et le 11e. Ah oui, quand même. Et donc à chaque 5 fois... sur Phobos, c'est le 12e. Oui, 5 avec voilà, Roger, oui, tout à fait. Et différents sujets abordés, différents styles, différents genres. Oui, bah, je navigue en fait entre les genres de l'imaginaire. Hein. Mon fil conducteur c'est vraiment l'imaginaire. Je regarde à la fois la caméra et je ne sais plus où donner de la tête. Et c'est vrai que c'est aussi bien la science-fiction, ce qui va être le sillon que j'ai plus creusé récemment dans Phobos et dans Cogito, que la fantasy qui étaient mes premières inspirations sur le cas de Jack Spark et sur Animal. Mais à chaque fois l'imaginaire, effectivement, décoller pour partir vers le passé avec Animal et Jack Spark ou vers le futur avec Cogito et Phobos. En fait, d'où vous est venue l'inspiration pour ce livre et surtout le sujet quand même assez percutant? L'intelligence artificielle. Alors en fait, la science-fiction, aussi bien la fantasy, l'inspiration me vient souvent de rêves, d'impressions, de choses un peu vaporeuses. La science-fiction, en revanche, ce sont des questions qui m'interpellent, des questions de l'actualité, qui sont pour moi très urgentes, très pressantes. Et dès lors, la fiction, c'est un moyen pour moi de creuser et d'essayer de trouver des réponses. Dans Phobos, ce qui m'a inspiré, c'est la conquête spatiale, qui repartait vraiment quand j'ai commencé à l'écrire, et aussi ce monde d'écran, ce monde de télé-réalité, de smartphones, de réseaux sociaux qu'on a construit autour de nous. Dans Cogito, c'est un autre thème qui m'a inspiré, donc l'intelligence artificielle. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à l'écrire qu'il y avait 2 grands défis qui nous attendaient au XXIe siècle en tant qu'espèce humaine, 2 défis qui allaient complètement changer notre manière de vivre et définir notre destin en fonction de la manière dont on allait les relever. Et le premier de ces défis, c'est l'intelligence artificielle. Le deuxième étant l'urgence climatique, l'urgence environnementale. Oui, c'est vrai qu'on aborde la robotisation aussi, qu'on aborde beaucoup. Voilà, bah, disons, autant l'urgence environnementale, je pense que c'est quelque chose dont tout le monde a conscience aujourd'hui. Les gens se positionnent par rapport à ça. Alors certains sont dans le déni, hein, dans le scepticisme, mais en tout cas, on est obligé d'avoir un avis sur la question. Alors que l'intelligence artificielle, c'est plus invisible. C'est une révolution qui a déjà commencé, mais on a l'impression que ça fait partie d'une science-fiction d'un avenir lointain, alors que ça va nous arriver, ça va nous tomber dessus très rapidement, et notamment via la robotisation. Tous les emplois en fait sont susceptibles d'être automatisés à moyen terme. Ça n'est plus uniquement les emplois manuels, les emplois à l'usine, mais les tâches également intellectuelles. Je crois qu'on parlait d'ailleurs il y a quelques mois de la radiologie. Les radiologues vont être une des professions médicales qui seront les premiers remplacés d'après certaines analyses par l'intelligence artificielle. Donc tous les emplois sont menacés, et ça pose la question de notre rapport, nous, espèces humaines, au travail. C'est défini par notre emploi, par notre travail depuis très longtemps. C'est ce qui nous donne notre utilité sociale, c'est ce qui nous permet de gagner un salaire. Demain, quand les machines auront pris tous nos emplois,
qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui va rester aux humains? Donc c'est une des questions que j'ai mis vraiment, j'ai voulu mettre au cœur de Cogito. Et en fait, oui, c'est vraiment presque une mise en garde, en fait, le livre. Oui, alors quand j'écris un roman, et notamment en science-fiction, j'ai pas de thèse préconçue. C'est-à-dire que j'écris pas un livre pour faire passer un message qui serait tout fait. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, pour poser des questions et trouver des débuts de réponses. Alors certes, il y a une mise en garde, mais qui a surgi au fur et à mesure de l'écriture. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai appris plein de choses sur l'intelligence artificielle en écrivant ce roman. J'ai lu beaucoup, je me suis documenté, je me suis rendu compte que c'est un sujet passionnant et qui parle certes de la technologie, mais aussi de ce que c'est que l'intelligence tout court, de ce que c'est que le cerveau humain, et de ce qu'il différencie ou pas d'une machine. Il y a aussi un gros côté philosophique. Oui. Avec Descartes, Rousseau, tout ça, et c'est vrai que toute la première partie du livre, en fait, il y a une grosse explication de tout ce qui est intelligence artificielle, ce côté philosophique, et en fait, finalement, quand on le lit au début, on se dit, on démarre dans quelque chose, et puis on a besoin de cette première partie, en fait, pour toute la suite, parce que sinon, je pense qu'on s'était complètement perdu. C'est vrai que c'est un sujet complexe, et j'avais envie, dans ce roman, de transmettre tout ce que j'ai appris, en le mettant au service d'une histoire, d'une action et d'un personnage, de l'incarner. Parce que le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un sujet qui paraît très abstrait. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est à un tournant, on est vraiment à un moment crucial où les gens doivent s'approprier ce sujet. Ça doit devenir l'objet d'un débat démocratique. Et la fiction, là, a un rôle à jouer, en rendant ce sujet justement plus tangible, plus concret, via des histoires, parce que les histoires, c'est notre manière, à nous humains, de nous approprier le réel, de manière à ce qu'on puisse savoir de quoi on parle, et puis en discuter, parler des conséquences, parler de ce que ça va amener de bon et de moins bon, et en tout cas que ça fasse débat. Parce que le débat qui existe vraiment sur l'environnement aujourd'hui, il n'existe pas encore suffisamment, à mon avis, sur l'intelligence artificielle. Ah, pas du tout. On n'entend pas assez. Alors ça commence, hein. Il y a des missions, là je crois que le gouvernement a lancé une mission justement sur l'intelligence artificielle. Il y a des balbutiements, mais il faut vraiment accélérer parce que la technologie elle accélère. À vitesse grand V, puis je pense qu'on ne suit pas en fait. C'est là que les philosophes justement, à mon avis, sont des grands alliés. Ces philosophes qui peuvent paraître un peu poussiéreux, qui viennent du passé. Ah oui, parce que Rousseau, Descartes... Oui, on remonte, c'est des vieux de la vieille. Ça remonte à longtemps, mais en fait ils ont réfléchi à ce que c'était que l'intelligence, à ce que c'était que la pensée humaine depuis des siècles, et justement leur réflexion est toujours pertinente aujourd'hui. Et pour moi, ce sont vraiment des alliés qui peuvent nous aider à relever ce défi de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai voulu les inviter dans mon roman, et puis les dépoussiérer. Et puis même leur français, leur langue, nous paraît un petit peu vieilli, hein, parfois, quand on lit le discours de la méthode de Descartes dans le texte. Il faut s'accrocher, et mon héroïne Roxane, donc, qui est une héroïne du milieu du 21e siècle, quand on lui dit d'étudier le discours de la méthode, elle décroche complètement, elle a un énorme rejet par rapport à ça au début du roman. Et puis elle va y revenir petit à petit. Et elle va. Voilà, et tout d'un coup, la pluie nous tombe dessus. Que moi, la philosophie, ça fait 3000. Alors, il y a certains lecteurs et certaines lectrices qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas forcément d'atome crochu avec la philosophie, mais qu'en lisant Cogito, ça leur avait donné envie, en tout cas, ils avaient compris. Il y a certains qui m'ont dit j'ai compris le discours de la méthode pour la première fois. Donc là, ça, c'est la meilleure satisfaction pour un auteur. Voilà. Il y a un côté poétique aussi, avec les haïkus. Haïkus, oui, c'est ça. C'est vrai que mon héroïne Roxane, une fois encore, elle vit dans ce monde qui est très dépoétisé quelque part, ou désenchanté, qui est entièrement géré par les intelligences artificielles. Les robots sont partout dans la société. La place laissée aux humains est extrêmement étroite. D'ailleurs, ils vivent un peu dans des cités géantes qui sont comme des clapiers à lapin, où ils ne voient jamais la lumière du soleil. Oui, parce qu'en fait, c'est des grandes villes où il y a des grands buildings un petit peu. Un peu comme New York. Alors, je vis à New York, c'est vrai que c'est une ville verticale qui m'a peut-être un peu inspiré ce que j'appelle les alturbations. Des villes qui se sont construites justement en altitude, avec des couches urbaines superposées les unes sur les autres. C'est là que vit Roxane. Et son échappatoire, finalement, son jardin secret, parce qu'elle n'en parle à personne, ça va être la poésie. Mais comme c'est une adolescente, une jeune femme qui vit à 100 à l'heure, qui a vraiment cette notion que son avenir lui échappe et que tout va trop vite, elle a choisi une forme d'expression extrêmement courte, qui est le haïku. C'est ces poèmes japonais très courts qui tiennent en une phrase. Et c'est ça qu'elle écrit en cachette sur son portable quand personne ne la regarde. C'est ses fulgurances poétiques. Et puis à un moment donné, sans rien dévoiler, elle va assumer cette partie poétique qu'elle a bien enfouie au fond d'elle. Et ça fait partie de l'évolution du personnage. J'ai l'impression que c'est les citations que tous les lecteurs adorent.
Oui. Franchement, pour avoir fait des recherches sur les citations, c'est ce qui revient le plus. Bah, c'est vrai que oui, je les ai vus passer. Bah, je suis content que Roxane, comme ça, ait pu toucher des lecteurs à travers sa poésie. Vraiment, non, franchement, très très beau les amis. Un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de références à Phobos. Il y en a quelques-unes. Oui, il y en a quelques-unes. Et c'est pour les fans de Phobos, un petit peu, ou c'était aussi pour l'histoire? C'est les deux en fait. Disons que le sillon que je creuse en science-fiction, j'ai tendance à réfléchir à des choses qu'on voit déjà dans la société aujourd'hui, à imaginer ce que ça pourrait donner dans quelques années. Et au fil des romans, je me projette un peu plus loin, avec un degré d'extrapolation plus fort. Dans Phobos, on est dans un avenir très proche. Cette émission de télé-réalité qui part vers Mars, ça pourrait arriver demain. Ah oui, toute la technologie dont je parle dans Phobos, qui est représentée par les schémas, elle existe déjà aujourd'hui. Des sociétés comme SpaceX de Elon Musk, une société de vaisseaux spatiaux, maîtrise déjà cette technologie. D'accord. Dans Cogito, j'ai essayé d'aller un peu plus loin. On est sans doute une trentaine d'années après Phobos. Où effectivement, c'est plus maintenant, ça pourrait être maintenant, ça pourrait être dans 10, dans 15 ans. Et je ne mets jamais de date dans mes romans, justement pour ne pas les dater et pour permettre à l'imagination du lecteur de se placer. Cogito, on est quand même un peu plus loin. On est à un moment où la technologie a pris encore plus de place dans la société. Et le roman que j'écris actuellement, qui est aussi un roman de science-fiction, se situe encore plus loin. D'accord. Et celui que j'ai prévu d'écrire après, parce que je suis vraiment porté par ce courant, enfin c'est cette inspiration de la manière dont la technologie affecte nos vies et nous change en tant qu'espèce humaine. Ça commence dans Phobos, ça se continue avec Cogito, ça se poursuit dans le roman que j'écris actuellement et le dernier que j'écrirai dans cette séquence, dans ce cycle qui m'aura pris 10 ans à écrire finalement, 10 années pleines, se situera dans un futur encore plus lointain. Et c'est quelque chose que je n'avais pas prémédité, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que finalement l'avenir m'inspirait. Et quand je parle d'avenir, c'est vraiment cet angle-là, cet angle de la technologie qui est une création humaine qui finalement change l'humanité, nous change. Et en fait, je me situe dans chaque roman un peu plus loin. Donc là, je donne rendez-vous au lecteur bientôt dans un nouveau roman qui fera suite à Cogito, complètement différent, donc, mais qui néanmoins, voilà, ça restera un one-shot, mais de la même manière qu'il y avait des petites références à Phobos dans Cogito, il y aura peut-être des petites références à Cogito et Phobos dans ce futur roman. D'accord, ok. Donc, et d'ailleurs, j'ai un petit scoop. J'ai autour du cou, depuis que j'écris ce roman, ce sablier, qui est un élément extrêmement important de l'histoire que je suis en train d'écrire. Je suis en train de terminer d'écrire. C'est un symbole très fort, le sablier, qui parle du temps qui passe, du temps qu'on ne peut pas rattraper, du sable qui s'écoule, qu'on peut retourner aussi peut-être. J'allais le dire, mais je ne sais pas. Qui est très fragile, qui peut se briser. Oui. Et toutes ces idées, toutes ces notions sont au cœur de l'histoire qui m'habite, que je suis en train de terminer. Je pense que je vais l'adorer celui-là. Ah oui, je voulais aussi parler de la couverture et toute la mise en page qu'il y a sur Cogito, parce qu'il y a quand même du gros travail. Comparé même au roman qu'il y avait eu avant. Les Américains parlent fort. Et oui. Et là on a beaucoup de... Chaque partie en fait a des messages codés, des messages cachés. La couverture elle est juste magnifique. Alors c'est un artiste, Jim Tierney, que j'ai découvert justement à New York où j'habite. Lui est à Brooklyn. J'adore son travail, c'est un travail très graphique justement, à la limite de l'abstrait et du figuratif, mais qui me semblait coller à 100% justement à l'intelligence artificielle. Ce sujet à la fois concret et abstrait. Et du coup, cette idée d'avoir une couverture un peu comme une carte mère de circuit imprimé, ça m'a semblé très cohérent et c'était l'artiste pour faire ça. Ceci dit, il a une palette graphique, vous pourrez aller voir sur son site, extrêmement large. Je suis allée voir. Il est doué dans plein de styles. Oui, et du coup, on l'a embauché pour faire la couverture du roman actuel, qui est complètement différent. C'est pas du tout la même chose. Mais là, il a fourni les premières ébauches qui sont magnifiques. Et je pense que ça va être très beau, ça va être très joli aussi. C'est fini. Non, on l'a fait. Non, franchement. Après les cocktails, on très bien. Très bien. Donc, et la caméra n'a pas trop tremblé avec le café. Ça va. Il y a eu pire. Merci beaucoup en tout cas. Merci. De nous avoir reçus dans cette très belle ville. Voilà, on est passé entre les gouttes. Oui, parce qu'aujourd'hui c'était pas gagné. Maintenant on va faire un tour au Strand, qui est ma librairie préférée à New York. J'invite tous les lecteurs à aller lorsqu'ils sont de passage ici, parce que c'est vraiment un temple du livre dans cette ville.
Bon bah on va vous laisser, on y va. Hein. Salut. Ciao. Ouais, bah, le dernier épisode. Alors, il y a du Young Adult en haut. Ah oui, on va aller voir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu, je suis désolée pour le son, j'ai vraiment fait ce que je pouvais parce qu'en fait on était dans Union Square qui est un parc avec en pleine ville forcément, donc vous entendez tous les bruits de voitures, les gens qui passent, tout ça, et j'ai vraiment fait au maximum pour que ça fasse le moins de bruit possible derrière, mais j'ai pas pu faire plus. Je vais essayer de vous mettre les sous-titres, j'ai encore jamais fait ça, je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais faire mon possible, promis. Pour que, comme ça, au cas où si vous n'entendez pas trop bien, vous ayez quand même les sous-titres en dessous. Et je suis... Pardonnez Elise qui a dû tenir le trépied comme ça et qui avait un petit peu du mal pour que ce soit bien droit, qui a dû changer de position plusieurs fois parce que forcément c'était pas facile à tenir, donc excusez-la, elle a fait ce qu'elle a pu, la pauvre. Et puis un grand merci à Victor Dixon qui nous aura reçus quand même à New York, enfin qui aura pris un petit peu de son temps pour nous parce que ça a été super bien de le rencontrer en dehors des salons, tout ça. Quand on est après, on est allé à la librairie, je vous ai pas pris beaucoup d'images parce qu'on a vraiment profité en fait. On a pu échanger avec lui sur nos lectures autres que ses livres à lui et on lui a parlé de tous ceux qu'on aimait lire et c'était super intéressant, il nous a parlé de ses lectures à lui et vraiment... C'était super sympa d'échanger juste en tant que lecteur aussi, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis en attendant je vous dis bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, bon après-midi, comme vous voulez, suivant le jour, enfin ou le moment de la journée où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, bye bye.